Christophe Raymond, bonjour. Vous Bonjour. êtes donc préfet en région PACA, préfet de zone à Marseille, mais vous avez eu une longue expérience de préfet dans toutes les régions françaises. Est-ce qu'on pourrait revenir aujourd'hui, là, avec les grandes turbulences du monde moderne, si vous avez quelques messages forts pour un dirigeant ou un futur dirigeant, pour travailler dans ce domaine, dans cet univers où les crises, c'est quasiment quotidien, et les grandes ruptures, c'est aussi en fond de nos travaux de gouvernance, vous auriez à dire quoi à partir de votre expérience et puis de ce que vous projetez pour l'avenir immédiat? Je pense d'abord qu'il faut être assez prétentieux pour délivrer des messages parce que nous vivons dans un monde qui est complètement déstabilisé, qui est complètement dépourvu de repères, qui est en perpétuelle évolution, modification, dans une société qui ne croit plus à rien, en tout cas pas à ses gouvernants, qui n'attend plus grand-chose, mais qui en même temps, quand un drame arrive, attend tout. Il me semble que si l'on veut gérer une crise aujourd'hui, il faut avoir dans la tête tout cet environnement. Savoir que on n'a plus tellement de points d'ancrage très solides, qu'on a en face de soi une population qui aspire au risque zéro, même si elle pense même si elle sait au fond d'elle-même que ce n'est pas possible, qui est largement assistée dans la vie courante, donc qui attend l'être encore plus dans la vie critique. Mais c'est en même temps une population qui ne croit pas que les gouvernants puissent lui apporter quoi que ce soit. Ce qui veut dire que pour l'aider, il faut d'abord la convaincre. C'est une société, dans toute grande partie, estime qu'elle n'a rien à perdre. Donc qui est prête à la limite aux comportements les plus absurdes, en tout cas les plus désobéissants. C'est-à-dire, je prends un exemple, lors de la dernière crise que j'ai eu à gérer, celle des inondations d'Arles l'hiver dernier, j'ai fait prévenir tout un quartier d'Arles qui représentait environ 7500 habitants que l'eau allait monter pendant la nuit et qu'il fallait donc quitter le logement. Sur les 7500, il y en a à peu près 150 qui ont accepté de partir. Les autres sont restés. Ce qui veut dire qu'il a fallu les élitroyer pendant la nuit, ce qui est un exercice extrêmement risqué. On a eu de la chance de n'en perdre aucun. Mais lorsque j'ai eu à m'expliquer ensuite avec les élus, et une partie de ces habitants d'ailleurs, ils m'ont dit: vous auriez dû nous emporter de force. Bon, il faut vivre avec ces comportements très complexes. Il faut vivre aussi avec l'idée que ceux qui sont les sauveteurs naturels ont pris parfois des habitudes qui ne sont pas des habitudes de sauveteurs. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles aux horaires, ils sont sensibles aux conditions de travail, ils sont sensibles... disons que pour eux, la crise, c'est une vie qui devrait être normale, ce qui n'est pas le cas. Ma première certitude, c'est que si l'on est amené à gérer une crise, il faut avoir envie de le faire. Ce qui veut dire que quand on constitue une équipe, il ne faut la constituer qu'avec des gens qui sont... qui aiment ça, disons. C'est peut-être paradoxal ou terrible à dire, mais je pense que pour gérer une crise, il faut avoir envie de gérer une crise. Se sentir bien dans une situation déstabilisée. Le plus compétent, le plus efficace en temps normal, s'il a besoin d'avoir les deux pieds sur un rocher pour travailler, sera un mauvais gestionnaire de crise, parce qu'il aura les pieds sur le sable, il les aura dans l'eau, il les aura bon. Je pense aussi, compte tenu de tout cela, que les gens ont besoin d'une présence physique avec eux. Je crois qu'il faut être sur le terrain, il faut être présent, il faut garder assez de recul pour gérer, ne pas vouloir se mêler trop de l'opérationnel. Pour ma part, j'ai adopté depuis plusieurs années la technique du commando. Je constitue à froid des équipes de gens qui j'ai toute confiance, dont je sais que rien ne leur fera peur, quoi qu'il arrive, quel que soit le type de crise, et que je pourrais lancer le moment venu. Mais tout en sachant que moi, je devrais être sur le terrain aussi, pour assurer une présence. Quelque chose de tout à fait paradoxal, je me suis aperçu que, quand on connaît le goût
des Français pour l'uniforme, que dès qu'il arrive la moindre crise, ils veulent l'uniforme. Ils veulent des militaires. Des pompiers, bien sûr, mais ils veulent des militaires. Dont l'utilité n'est pas toujours évidente, mais ça rassure. Il faut être présent, il faut essayer de gérer les événements aussi sur le plan médiatique. Et pour cela, j'ai la conviction qu'il faut alimenter les médias en permanence. Il faut leur parler. Je ne dirais pas en toute transparence, parce que ce n'est pas vrai, mais il faut en tout cas ne jamais mentir. Et expliquer. Et peut-être apporter du sens et de la direction, justement, dans un monde où ça flotte, comme vous disiez. Tout à fait. Dans les dernières crises que j'ai eu à gérer, je me suis rendu compte, ce n'était pas un calcul, mais je me suis rendu compte que dès le début, j'ai dû dire, voilà, je ne vous promets pas grand-chose, mais je vous promets qu'on va essayer d'aller là. Par exemple, à ceux que j'avais fait évacuer, 7500 au total, j'ai dit, je vous promets que vous serez relogés de manière convenable dans les 3 jours. Bon, les gens sont désespérés parce qu'ils ont tout perdu, mais ils vivent avec l'espoir qu'ils vont se retrouver. Quand j'ai eu à gérer la crise de la marée noire en Aquitaine, j'avais dit aux habitants et à tous les professionnels du tourisme qu'on ne quitterait pas la plage tant que la plage ne serait pas redevenue propre. Ça a mis 5 mois, mais on n'a pas lâché. Si on donne cet objectif, on arrive à avoir d'abord une collaboration des gens qui se sentent concernés, et puis en plus le minimum de confiance qui est nécessaire pour pouvoir travailler. Mais il faut fixer cet objectif, et encore une fois, ça vient naturellement, mais ce n'est pas toujours très simple, et on ne peut pas éviter cela. Une intuition, en regardant les uns et les autres, c'est que tant qu'on dit aux gens ne faites rien, je fais, ils ne croient pas. Et la grande difficulté, c'est effectivement de donner un axe et de reprendre ces énergies et de les fédérer pour les mettre tous ensemble sur cet axe-là, et en disant aux gens quelque part, bah, oui d'accord, mais vous savez bien que vous êtes responsable avec moi, je vais vous aider, quoi. Plutôt que ne faites rien, mais plutôt absorber cette énergie qui quelque part est un peu perdue, et comment on peut la remettre dans le pot commun, quoi. De toute façon, on ne peut pas gérer une crise classique, les risques naturels d'hiver, sans la collaboration des gens. Ce n'est pas forcément vrai pour les crises type accident, où là, on a plutôt besoin d'éloigner les badauds. Même lorsqu'il a fallu gérer la crise de la marée noire, j'ai eu un mal fou à me débarrasser des bénévoles qui arrivaient sur la plage avec un seau et une pelle, qui compliquait énormément la tâche, qui en plus se trouvait mal parce qu'il faisait moins 10. Bon, il faut arriver, d'une part, à éloigner ceux qui ne servent à rien, et à mobiliser ceux dont on a absolument besoin. Ça, c'est aussi, c'est peut-être une des clés de la réussite. Et l'intuition, c'est que marée noire, on en a fait 10 en France, on a à peu près le mode d'emploi. Ce qu'on a pu voir avec le SRAS, avec cette inquiétude sur la grippe aviaire, un autre jour c'est le prion, un autre jour c'est un peu de terrorisme, ou beaucoup de terrorisme. On a des cadres qui sont plus ceux de il y a un problème sur la côte à tel endroit, voilà. Le Prestige, vous l'avez eu, ça pouvait être plusieurs années sur toute la côte atlantique. Ça sera plusieurs années. Oui. Et donc ce sont des crises qui échappent un peu à nos catégories. Vous savez, j'ai réfléchi à un type de crise qui peut arriver, une crise de terrorisme. Je vais faire l'exercice dans un grand centre commercial, avec l'idée qu'un jour il pourrait y avoir un gaz, par exemple, inconnu qui serait lâché dans cet ensemble souterrain et avec une superstructure. Après quelques jours d'exercice et quelques jours de réflexion, j'ai acquis la certitude que si ce phénomène se produisait dans la réalité, il y aurait une seule consigne à donner, c'est d'interdire aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité, de secours, de s'y rendre. Il fallait laisser mourir les gens à l'intérieur, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Si on envoyait des forces, on les envoyait à la mort, et pour rien.
je crois qu'il faut que les dirigeants réfléchissent à ce type de situation. Qui aura le courage de dire il y a 3000 personnes dans le centre commercial, on ne sait rien faire, donc on ne fait rien. On les laisse mourir. Ça, ce sont des situations que jusqu'ici on n'a pas trop connues, mais qui peuvent se produire demain. La gestion de la crise, c'est quelquefois le refus d'entrer dans la crise. Par exemple, on s'est aperçu assez vite au moment de la poudre blanche que les mauvais plaisants étant légion, plus les fantasmes, on pouvait, sans la moindre menace réelle, arrêter la vie économique d'une ville. J'ai vécu ça. Il y avait, dans la même journée, il y avait 15 enveloppes, il y en avait partout. C'était bon. Si on était entré dans cette logique de dire on prend tout ça au sérieux, ça veut dire qu'on arrêtait la vie. Ce qui est le plus beau, d'ailleurs, le plus beau succès que celui qui a inventé ce machin à l'autre bout du monde peut rêver. Donc, la gestion de la crise, c'est aussi le refus d'entrer dans la gestion de crise. Chaque fois que se produit une alerte à la bombe, si on fait évacuer, on le fait en période grave comme aujourd'hui, on le fait. Mais on ne le fait pas toujours, parce que dans ce cas-là aussi, on arrête la vie. Il suffit nous sommes sous des menaces réelles fortes, mais nous sommes sous des menaces fantaisistes qui, dans le fond, peuvent avoir les mêmes conséquences. En tout cas, sur la vie du pays, et sur la vie économique, sur l'état de la société qui prend peur et qui fait n'importe quoi parce qu'elle a peur. Ce sont des situations nouvelles que cette guerre du terrorisme que nous commençons, hélas, à bien connaître, et que personne ne sait gérer. Je ne suis pas certain que les écoles d'état-major, les écoles militaires, on n'a pas à gérer ça. Alors, la vraie crise aujourd'hui, c'est ça. Et quelque part, je pense que s'il y a 20 ans, on apprenait par cœur quel était le dispositif Orsec, et on disait aux dirigeants, vous en faites pas, c'est prévu. Si jamais vous êtes impliqué là-dedans, on vous dira où vous asseoir. Aujourd'hui, un futur dirigeant, faudrait lui dire peut-être que cette nouvelle grammaire qu'il faut apprendre un peu et se mettre dedans, et que ça va être un peu son lot quotidien. Pendant des années, on a vécu avec si j'ose dire, j'ouvre les guillemets, la sécurité des plans. Dans toute préfecture, il y a des armoires remplies de plans. Plan blanc, plan rouge, plan sec, plan pôle Nord, plan ceci, plan cela. Dans l'imaginaire collectif, ces plans ont gardé une grande valeur. Quand il se passe n'importe quel accident sur l'autoroute, la télévision annonce qu'on a lancé le plan rouge, et puis la population se dit, bah, quand même, ils ont lancé le plan rouge, donc ça va mieux. Quand j'ai dû gérer les inondations d'Arles, plusieurs élus, de manière plus ou moins bien intentionnée d'ailleurs, ont réclamé le plan Orsec. Alors moi, j'ai expliqué aux médias que le plan Orsec était très à la mode en 1950, mais que de nos jours, c'était d'abord que je doutais qu'il était mis à jour depuis en tout cas une vingtaine d'années. Mais j'ai eu de graves difficultés avec la population. Je circulais dans les rues en bateau et les gens des fenêtres me disaient en gros, vous êtes un salaud parce que vous n'avez pas déclenché le plan Orsec. Donc il faut se méfier de cette espèce de culture collective qu'on a gardée. Or, aujourd'hui, ma certitude, c'est que lorsqu'arrive une catastrophe, les plans ne servent quasiment à rien. D'abord, ils ne sont pas à jour. Ensuite, vous disiez, on sait ce que c'est qu'une marée noire. Non, on ne sait pas. La crise du Prestige qui s'est passée 3 ans après la crise de l'Erika n'avait rien à voir. On l'a gérée de manière tout à fait différente. Enfin, tout à fait. Disons qu'il y avait 30% de commun. Et puis tout le reste, il fallait inventer. Et toutes les crises qui sont au-dessus de nos têtes, notamment les crises liées au terrorisme, ben, elles sont sans mode d'emploi. Le mode d'emploi, dans l'exemple que je citais du centre commercial, il y a un mode d'emploi en disant lorsqu'on a identifié le gaz, certes, mais si on ne l'identifie pas, et supposons qu'on l'a identifié, on avait une liste de gaz identifiables, on n'avait pas de tenue de protection, et de toute façon, les tenues de protection, il fallait changer toutes les heures. Donc on avait identifié le mal, mais on ne savait rien faire contre. Alors, le plan, il y a des règles de base qu'on commence à connaître de comportement, mais de plus en plus, ce sont des crises qui nécessitent l'improvisation. Et on en revient à la qualité de l'équipe commando que vous avez. Oui.
Et qui est capable de réagir qui a du créativement sang-froid, dans n'importe quelle situation. qui est créative, oui. Euh, c'est vrai un peu partout parce que on arrive toujours à un moment où le, la meilleure des habitudes ne sert plus à rien. C'est difficile, c'est déstabilisant, mais je pense qu'il ne faut pas dire à des jeunes dirigeants, de futurs dirigeants, qu'on va leur donner la recette pour faire, pour réagir à toute situation. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça qu'il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre à vivre dans l'irrationnel, le non sûr, avec un environnement déstabilisé et en général hostile, parce que c'est le cas. C'est peut-être l'enseignement fondamental, c'est celui-ci. Il est plus psychologique que, Ouais. Vous aurez des que crises, technique. ce serait vraiment pas clair. Il faudra vraiment avoir des collaborateurs qui auront envie de se battre avec vous. Et en plus, même si vous travaillez 24 heures sur 24, vous aurez beaucoup de gens qui sont contre vous. C'est ça qu'il faudra leur enseigner. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand je dis que la qualité majeure d'un gestionnaire de crise, c'est qu'il ne se laisse pas déstabiliser, c'est à tout point de vue. Ni par l'événement, ni par les éléments extérieurs, ni par la population. Si j'allais jusqu'au bout, je dirais même, pas même par le pouvoir politique ou par les médias ou par la population qu'on a en face de soi. Parce que tous ces drames se terminent par un contact avec la population qui, élevé de plus en plus dans le culte du risque zéro, n'accepte plus rien. Et ne comprend pas, enfin plus exactement, pense que, comme d'habitude, la puissance publique qui est censée la protéger, comme elle est censée lui donner un emploi ou lui donner un logement, n'est plus bonne à rien. Ce qui pose des problèmes de société extrêmement graves. Et c'est à cet univers-là qu'il va falloir se Oui, préparer. tout à fait. C'est un univers de ce type-là. Avec une population qui supporte une puissance publique, mais qui n'attend rien d'elle. Sauf que quand il se produit un drame, elle se précipite vers elle, avec une folie médiatique qui finalement peut être extrêmement déstabilisante elle aussi, peut avoir aussi des conséquences graves. Dans les premiers jours de l'arrivée du pétrole du Prestige sur les côtes d'Aquitaine, dans les stations, les grandes stations touristiques, Biarritz, Arcachon, bon, il y avait des images qui étaient merveilleuses, enfin, si on peut dire, en tout cas Suggestives. très suggestives. Et pendant quelques jours, les médias ont joué à fond le drame en disant c'est épouvantable, etc. etc. Les élus ont rajouté d'ailleurs, parce que pour attirer la charité et pour attirer la compassion nationale, voire internationale, ils ont rajouté dans la crise. Et puis au bout de quelques jours, ils se sont rendus compte que si quand il est comme ça, ils avaient découragé les touristes de venir pendant des siècles dans leur station. Donc il a fallu prendre un virage à 180 degrés pour dire, vous savez, c'est pas si grave que ça. Ce genre de situation est difficile à gérer parce que c'est très difficile, le jour où arrive le drame, de dire ne vous affolez pas, ça va s'arranger. Il ne faut pas le dire trop non plus, parce que c'est vrai que si on le dit trop, personne ne vous prend vraiment au sérieux et vous n'avez pas les moyens de réagir. La préparation psychologique à ce genre de choses aussi est importante dans la formation. Très importante. Non seulement garder votre stabilité, mais préparez-vous à devoir restabiliser beaucoup de monde qui ne tiendront pas le choc. Oui. Autrefois, on nous apprenait à gérer les crises, en nous apprenant à lire les plans. Aujourd'hui, c'est une formation absolument différente qui doit être menée. Il faut évidemment des compétences techniques. Quand on ramasse du pétrole, il faut savoir le brûler. Ça, bon, il y a des ingénieurs qui savent faire ça. Mais la gestion de la crise, elle ne se fait pas comme ça. Elle se fait par une préparation psychologique. Vous avez été responsable des stages à l'ENA. Et si vous aviez maintenant encore cette fonction, ou dans une autre école, peu importe, et vous disiez, mais c'est ça le type de dirigeant dont j'ai besoin maintenant, vous avez des idées sur comment on peut entraîner les uns et les autres à pas uniquement répondre bien à la question de cours et à passer un examen écrit, mais à ce genre d'exigence qui va devenir quand même très très important. Lorsque j'ai effectué
les notations des élèves de l'ENA. Je l'ai fait pendant 13 ans, donc je crois que j'en ai vu passer 1480. L'échelle des notes était assez réduite. La note maximum était mise assez rarement. Cette note maximale, je ne la mettais qu'à des élèves dont j'avais l'impression qu'au-delà de toutes leurs connaissances, compétences, qualités humaines, ils étaient capables, par leur, peut-être par leur force de caractère, par leur charisme, par leur volonté de faire changer les choses, qu'ils étaient capables d'entraîner les autres et de ne pas justement se contenter du sillon qu'on leur proposait, mais qu'ils étaient capables de sortir justement du sillon pour aller... c'est l'époque où je croyais avec naïveté qu'on pouvait réformer l'État et la société. Et je mettais la note maximale à ceux que je croyais capables de jouer ce rôle-là. Je ne changerai rien aujourd'hui. Je crois que c'est... Je pense que je leur tiendrai des discours différents sur ce qui les attend. À l'époque, je pensais que ce qui les attendait, c'était la routine de l'administration, le conformisme et en gros le goût de briller plutôt que d'être actif. Aujourd'hui, j'ai toujours insisté sur le monde dangereux parce qu'il me semble que la légitimité des élites, c'est d'affronter les dangers, sinon il n'y a pas de raison qu'elles existent. Mais je serai certainement beaucoup plus dur dans la description du monde qui les attend, parce que je pense que c'est un monde très dur, c'est un monde sans repères, plus personne n'a de repères, et que celui qui a une responsabilité doit se préparer à l'exercer dans ce monde absolument déstabilisé. Mais je ne changerai rien sur je crois que les qualités qui me semblaient nécessaires, ce sont les mêmes, sauf que l'enseignement qu'on donnait ne préparait pas à ce genre de situation. Je ne suis pas sûr qu'il prépare encore aujourd'hui. Et là, j'aurais un discours extrêmement précis et dur sur les risques. La première chose que je dirais, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'on n'a aucune idée précise du risque qui nous attend, parce qu'on en découvre tous les jours. On en découvre absolument tous les jours. Eh bien, merci. Merci à vous.